Et les gars, aujourd'hui nous avons un récapitulatif des prochains épisodes de la série. Le lien vers le récapitulatif des épisodes précédents se trouve dans la description ci-dessous. Magne et Vidar sont inconscients sur la jetée lorsqu'une ambulance arrive. L'un des ambulanciers se précipite vers Magne avec un défibrillateur et commence à lui administrer des soins. Après avoir reçu le choc, Magne reprend instantanément conscience et émet une puissante onde qui projette l'homme à plusieurs mètres. Pendant que le second médecin tente d'aider son camarade, Magne s'approche du corps de Vidar. Vidar ouvre les yeux et murmure les mots d'une menace. Magne mourra avant la nouvelle lune. Le garçon s'enfuit. À ce moment-là, dans la maison de retraite, l'un des résidents, Wotan Wagner, se plaint à l'aide-soignant Alvor du fauteuil roulant cassé. Magne s'enfuit dans la montagne, encore secoué par la bataille, il se tourne vers l'oiseau qui vole au-dessus de lui et le rend responsable de tout ce qui lui est arrivé. Soudain, Magne se retrouve dans l'autre monde et devant lui se tient l'ancienne sorcière Volva qui prend la forme d'un Zoldi. Elle lui rappelle qu'il doit maintenant se procurer des armes et trouver des amis, car les autres dieux ne manqueront pas de lui venir en aide. Volva lui demande de ne pas venir ici, car les géants pourraient la tuer elle aussi. Puis elle ramasse quelque chose dans la boule lumineuse et l'envoie au visage du gars. Magne se retrouve immédiatement seul sur la montagne. Agacé, Vito se précipite chez lui et raconte à Ren et Saxa la bataille qui s'est déroulée. Pendant ce temps, un groupe de jeunes gens est attablé dans un café de rue, quand Magne arrive en courant vers eux, à la recherche de la caissière. Personne ne sait où elle est, mais tout le monde s'extasie sur le discours de Loritz à la fête. Fior entre ensuite chez lui et annonce qu'il n'a pas tué Gray. Non seulement cela, mais il va quitter la maison et vivre avec la fille qu'il aime. Le garçon ne veut pas prendre part à la bataille à venir. Lorsqu'il arrive à la maison de Gray, il annonce sa séparation d'avec sa famille. Magne rappelle à Loritz les histoires du Ragnarok, mais le frère ne prend pas ses anciennes histoires au sérieux. Pour prouver sa nouvelle identité, Magne plie une batte en métal devant son frère. Loritz demande du temps pour réfléchir à ce qu'il a dit. Le lendemain, le chef de la police d'Eda apparaît à la télévision et annonce qu'une enquête a été ouverte sur les industries utiles, pour laquelle un expert réputé vient en ville. Laurence regarde l'émission en dévorant de la nourriture. Soudain, Turid arrive et elle est surprise par la voracité de son fils. Dans sa chambre, Magne observe un changement évident dans son apparence. Ses muscles sont de plus en plus gros et il devient encore plus fort. Plus tard, Turid invite les garçons à célébrer l'anniversaire de leur père et leur montre une photo d'eux ensemble. La famille se rend sur la tombe de leur père, où Laurence déclare que le père serait évidemment fier d'un fils qui ressemble à une femme et se maquille. Ici, Magne ressemble à son père, mais Laurence a l'air d'être d'une autre famille. Sur le chemin du retour, il rencontre Eric, qui les informe que, sur décision de la commission scolaire, Magne peut retourner à l'école. À ce moment-là, Turi demande de l'aide. La voiture ne veut pas démarrer. Magne pousse donc la voiture jusqu'à l'atelier de réparation automobile, où ils sont accueillis par Harry, le mécanicien. C'est là que Magne obtient un indice sur l'endroit où il peut trouver le marteau. Pendant ce temps, Vidar regarde un reportage à la télévision sur les barils trouvés, tandis que les femmes démontent l'arme ancienne. Saxa est agacée par son refus de l'héberger, puisqu'elle est un membre de la famille. D'accord, Vidar l'emmène à l'usine et lui montre la production, quand soudain la police arrive. Vidar se montre arrogant et défiant, mais la jeune fille adoucit le comportement de son père à un moment crucial, en s'excusant pour les problèmes qu'elle a causés et en promettant de tout faire pour les résoudre. Son père doit reconnaître qu'elle a raison. Pendant ce temps, Magne fait un dessin du marteau de Thor. Pendant ce temps, Torrid vient au magasin et s'excuse auprès de Vanki pour les mots qu'elle a prononcés. Celle-ci lui demande d'informer son fils qu'il rencontrera le dieu sur le pont, pour lequel il devra se souvenir de l'ancienne prophétie de Volva. En entendant ces mots, Magne court vers le pont. Il mémorise les premiers mots de la prophétie et essaie de les lire aux passants. Mais tout ne font que passer, sauf Iman, qui emmène Wotan en promenade. Magne lit quelques lignes et la jeune fille continue le texte. Il rentre chez Magne et la fille lui raconte comment Anke a activé ses pouvoirs, disant qu'elle était spéciale, puis elle lui dit de trouver le chef des guerriers et de l'aider. Pendant ce temps, Loritz arrive au Café Grill et rencontre le serveur. Il identifie sans équivoque l'homme comme étant gay et lui témoigne sa sympathie. Pendant ce temps, Magne tente de se renseigner sur les pouvoirs démons mais la jeune fille ne se souvient de rien de surnaturel. De retour à la maison, Laurence partage ses espoirs avec sa mère et l'informe que des jeunes gens viennent ce soir pour faire la fête. À ce moment, ils entendent des bruits très distincts provenant de la chambre de Magne. La mère et le fils sourient,
apparemment Magne s'est trouvé une petite amie. Mais il s'avère que le garçon, démontrant sa force, doit mettre Iman sur une chaise et la soulever d'une main, tandis qu'elle tape au plafond et crie. Le soir, la fête bat son plein dans la maison des Taurides, où viennent également Gray et Fior, et Aemon trouve enfin son pouvoir. Elle peut faire à n'importe qui ce qu'elle veut. Et elle en fait la démonstration sur l'un des gars, qui, sur son ordre, lui apporte un verre en se mettant à genoux. Elle semble être l'incarnation de la déesse de l'amour et de la fertilité, Freya. La nouvelle compagne de Lorith n'arrive jamais, et un garçon désemparé se plaint à sa mère qu'il est tout simplement laid. Tipsy Turide révèle la vérité à son fils. Au matin, Aemon et Magne arrivent à l'atelier, et la jeune fille utilise ses pouvoirs pour forcer Harry à fabriquer un marteau à partir du dessin de Magne. Pendant ce temps, Turide se rend chez Vidar et lui avoue que lors de la seule nuit qu'ils ont passée ensemble, elle est tombée enceinte. Et c'est maintenant que Laurence a le plus besoin du soutien d'un homme. Et Vidar, grâce à la femme. Le soir, en rentrant chez lui, Magne voit Vidar embrasser Laurence. Le soir, Turide tente de se justifier auprès de Laurence. Elle n'a jamais regretté de l'avoir mis au monde. Et cela ne la dérange pas que le garçon apprenne à mieux connaître son vrai père, ce qui déplaît beaucoup à Magne. À Jotulem, Ran s'entraîne avec son arc de combat, rappelant à Saxa sa lance. Mais la jeune fille est complètement immergée dans les affaires de l'usine. C'est alors que Vidar l'informe de son nouveau fils, ce qui provoque une objection de Ran. Les géants ne peuvent pas avoir d'enfants de mortels, mais Vidar invoque le destin. Et Magne annonce la nouvelle à Aemon. Il apprend alors que la jeune fille est née au Sri Lanka mais a grandi dans une famille norvégienne. Elle se vante de pouvoir obtenir tout ce qu'elle veut avec ses pouvoirs, ce qui provoque la condamnation de Magne. Les pouvoirs n'ont pas été donnés pour obtenir de nouveaux vêtements ou tromper les commerçants. À ce moment-là, Harry apporte le marteau. Loris vient voir Vidar et il lui propose de faire un tour en moto. Pendant ce temps, Magne et Aemon vont tester le marteau, car le vrai doit toujours retourner à Odin, mais le marteau s'envole. En s'arrêtant dans la montagne, Vidar tente de découvrir quelque chose sur Magne, mais Laert comprend tout de suite. Magne récupère son marteau, mais ne comprend pas pourquoi il ne fonctionne pas. Pendant ce temps, Saxa continue d'enquêter sur les affaires de l'entreprise et fait une déclaration aux journalistes. Pendant ce temps, une compagnie de jeunes gens est assise dans un bar grillagé et regarde les informations. Les gars sont choqués par l'aveu qu'il est dangereux de boire l'eau du robinet car c'est ce qu'ils buvaient. Fior entend les excuses de Sax et part. Une des filles propose de protester contre les Utuls qui ont souillé le fjord. Turide est en train d'écrire une note à ses fils pour qu'ils ne boivent pas l'eau du robinet quand Laurence et Vidar entrent dans la maison. Le garçon est ravi, son père lui a offert une moto. Pendant ce temps, Ren regarde les photos de l'album de famille et essuie soudain une larme. À ce moment, Vidar entre dans la maison et annonce qu'il est prêt à accueillir son nouveau fils, ce qui suscite une vive protestation de Ren. Saxa est frappé par l'abondance de l'émotion, car Ren n'a jamais été jaloux de son mari. Le soir, Magne se rend au bar grill, et Saxa y arrive aussi. En la voyant, le type sort un couteau, mais la fille ne fait que le provoquer. À la fin de leur conversation, ils arrivent à la conclusion que leurs familles ont perdu la tête. Des citernes d'eau potable arrivent à Eda, et Fior reçoit une invitation de Ran à parler. La femme est arrivée à la maison de Kreis et attend dehors. Il écoute le récit de sa mère sur les changements survenus dans la famille et refuse d'appeler Ran sa mère. Ils ne font que feindre leur relation. Il n'a pas l'intention d'y retourner et ne veut rien avoir à faire avec le cabinet. En colère, Ran aperçoit la famille Seye et tente de les écraser avec une voiture. Mais Magne parvient à réagir et repousse ses proches. Ran s'excuse, prétendant avoir perdu le contrôle, mais Magne ne la croit pas. Il saisit le marteau et court vers Wank. La vieille femme est effrayée. Les géants la tueront s'ils les voient ensemble. Elle est étonnée par la tentative de Magne de fabriquer le marteau, car on ne peut pas se le procurer comme ça. Elle promet de lui dire comment forger le vrai Mjolnir. Après tout, les géants ont une arme ancienne avec laquelle ils peuvent tuer n'importe qui. Elle commence l'histoire du feu éternel des anciens dieux, mais remarque Ran et se cache dans le bâtiment, promettant à Magne de tout lui raconter quand il la retrouvera sur la montagne. Loritz arrive à Jotulem et se fait servir de l'hydromel. Vidar lui dit que le garçon n'est pas humain et lui donne le cœur d'un cerf qu'il a récolté pour lui. Loritz mange l'hydromel et des visions d'anciens géants lui apparaissent. Vidar attrape sa main et la jette dans le feu. Le garçon hurle mais lorsqu'il retire sa main, la brûlure disparaît sous ses yeux. Il est maintenant invulnérable. Ren voit cela et devient furieux.
Pendant que les époux se disputent, Laurence se rend à la salle de bain et, après s'être lavé le visage, voit dans le miroir l'ancien moqueur, demi-frère d'Odin et père du serpent Midgardsorm, Loki. De retour dans la chambre, il entend Ren dire que la caissière est en réalité une vulve et qu'elle va la tuer avant que Magne ne prenne le marteau. Pendant ce temps, Magne vient chercher Laoritz à Jotunheim. Il demande à son frère de rentrer chez lui, qui accepte à contre-séure et lui fait part des intentions de Ran. Magne court chez Zwanki. Pendant ce temps, elle ferme son magasin et rentre chez elle. Mais elle voit la voiture de Ran et s'envole dans le ciel comme un oiseau. Magne la voit s'envoler et est heureuse. Tout s'est bien passé. Mais soudain, Ran tire son arc et transperce l'oiseau avec sa flèche. L'oiseau tombe près de l'orphelinat. La femme blessée rejoint Wotan, lui tend son médaillon et lui demande d'aider Magne. Magne se précipite vers elle, prend sa tête dans ses mains, mais la femme se transforme en cendre. Magne pleure sur ce qui n'était que son mentor, puis court vers la voiture de Ran et menace de la tuer. Mais la femme est très calme. Elle rassure les témoins en leur disant que le garçon est simplement malade. Iman l'éloigne avec difficulté. La nuit, Magne fait un rêve dans lequel Isolde le supplie de ne pas abandonner. Au matin, la radio annonce que les jeunes de la ville préparent une manifestation. Turid parle de l'intempérance de Magne. Tu ne devrais pas crier sur le directeur de l'école au milieu de la rue. À cela, Magne lui rappelle la tentative de meurtre de leur famille. Mais Turid est plus préoccupé par l'appétit irrépressible de Laoritz, qui se vante à son frère de son invulnérabilité nouvellement acquise. Magne demande de prouver sa loyauté et de l'aider à s'introduire dans la maison des Jutul car il pense que le feu éternel brûle dans leur foyer. Lori promet de l'aider. Des affiches et des appels sont accrochés dans toute la ville d'Eda pour arrêter la production nocive de Utuls, tandis que Fior et Grey amènent son père à l'hôpital. La jeune fille est reconnaissante envers son petit ami pour son soutien et est ravie lorsque celui-ci accepte de passer le samedi soir avec sa famille. Pendant ce temps, Wotan examine le médaillon de Wanki et le met sur lui, et à ce moment-là, il découvre qui il est vraiment, le roi des dieux, Odin, qui a sacrifié un chevalier pour connaître la sagesse éternelle et est capable de voir le présent, le passé et l'avenir. Il est le père de Thor et le jumeau de Loki. Wotan commence à se comporter de manière intelligente et appelle le cadet Alvar un elfe noir, ce qui laisse l'homme perplexe. Pendant ce temps, Magne poursuit sa formation et étudie les mythes scandinaves, puis envoie un message à Imon pour lui faire part de son intention de se rendre à Jotunheim pour y forger un marteau. Pendant ce temps, Turid et Laoritz vont au magasin. Et pendant que Turid fait ses courses, le garçon torture l'homme qu'il rencontre, Erek, avec des questions sur Loki. Il lui apprend que Loki était le père du serpent, Orm de Midgard, ce qui l'amène à penser que Loki était le premier homme transgenre du monde. Saxa et Vidar arrivent sur la place, où les gens reçoivent de l'eau potable dans des bidons. La jeune fille est convaincue qu'ils doivent montrer leur proximité avec les gens et qu'ensuite tout s'arrangera, d'autant plus que des manifestations de jeunes sont prévues. C'est là que Turid et Lori les rencontrent et ce dernier demande à voir Vidar. Saxa se rend à l'usine pour s'occuper des affaires. Lorsque Turid arrive à la maison, elle leur annonce que Lori est partie à Jotunheim, ce qui met Magne en colère. Ils avaient un accord. Apparemment, son frère a choisi leur camp. Pendant ce temps, Laurence regarde Vidar cuisiner et avoue qu'il aimerait venir ici plus souvent. Lorsqu'il rentre chez lui, il n'est pas accueilli chaleureusement par son frère. Mais Laurence gagne son pardon en montrant à Magne la clé d'entrée à Jotunheim qu'il a reçue de Vidar. Pendant ce temps, un dîner est organisé chez Grey. Le père fait beaucoup de blagues et remercie tout le monde pour ce qu'ils ont été dans sa vie. Grillant ne comprend pas ce qui se passe, mais est heureux de passer une bonne soirée. Le soir, les frères entrent dans la maison des Utuls alors qu'il n'y a personne. Magne enfonce son marteau dans l'âtre brûlant, sans savoir ce qui va se passer. Et comme rien ne se passe, Vidar passe la porte. En trébuchant sur le sac à dos laissé par Magne, Utul sort le marteau. Magne doit sortir, et admet que c'est son truc. Vidar réalise ce qu'il prépare et les met à la porte. Lorsqu'ils rentrent chez eux, ils trouvent Eric à table, qui leur raconte que Mjolnir a été forgé par des créatures rabougries que les gens appelaient des nains. Loki est devenu le frère d'Odin en jurant sur son sang, et quand leur sang s'est mélangé, il est devenu mi-dieu, mi-géant. La nuit, Ren tente de persuader Vidar d'oublier la supercherie de Lara, et ce dernier promet de tuer le garçon. Au matin, Wotan donne son sang et avoue à Aemon qu'il est Odin. La jeune fille convoque Magne, qui est à ce moment-là invité à la manifestation contre les Utuls. Fior, qui est immédiatement présent, refuse d'y aller avec tous les autres. Magne arrive à la maison de retraite,
ou autant le salue, mais s'adresse à l'Arad de manière assez sévère. Il ne croit pas le garçon et lui demande de partir, malgré la tentative de Magne de le convaincre du contraire. Loki est un traître par nature, on ne peut pas lui faire confiance. Laertes est sur le point de partir, mais il aperçoit une table avec les tests sanguins. Il trompe l'infirmière, prélève le sang de Wotan et en injecte une partie dans sa propre veine. Pendant ce temps, Fjord observe la manifestation qui se déroule à l'entrée de l'usine. Gray l'accompagne et soutient Magne, estimant que c'est tout à son honneur. Saxa incite son père à réagir, et Fjord se joint aux manifestants. Il s'avance et fait un discours, reconnaissant la culpabilité des Utules et promettant de faire tout ce qui est en son pouvoir pour rectifier la situation. Après tout, nous partageons tout la même planète. En regardant cela, Laeritz est sur la corde raide. Doit-il aller vers Vidar ou soutenir son frère? À ce moment-là, Gray reçoit un SMS et la fille s'enfuit. Fgir se précipite après elle. Et Laurette s'arrête la voiture de Vidar et lui dit qu'il veut aller avec lui. Il monte dans sa voiture et fait un geste indécent à tout le monde. Gray et Fgir se précipitent à l'hôpital, où la mère de la fille leur raconte le suicide du père. L'homme a avalé tous les somnifères et n'a pas pu être sauvé. Vidar et Laurette arrivent à Jotulem. Le père raconte au garçon comment les gens avaient l'habitude de les vénérer et de porter des cadeaux. Il montre au garçon qu'il peut changer son apparence. Ainsi, quand il a soi-disant vieilli, la place a été prise par son fils. Vidar était prêt à tout pour lui, même à le rendre invulnérable. La vérité est qu'il existe une arme qui peut tuer n'importe qui. Les géants ne pardonnent pas la trahison. Soudain, Magne fait irruption dans la maison. Il ne laissera pas son frère être blessé. Armé de la hache, Vidor se précipite sur le jeune homme et un combat acharné s'engage, les ennemis échangeant des coups. Au moment de porter le coup suivant, Vidor enfonce la hache dans le mur. Magne repousse l'homme, qui atterrit sur le bord de la hache qui dépasse du mur. Son corps se transforme en cendres, ce qui terrifie Magne. Magne souffre profondément de tout ce qui s'est passé et se sent coupable du meurtre de Vidar et de la perte de Laoritz, mais il ne peut l'avouer à sa mère qui est plongée dans une relation avec Eric. Mais elle est ébranlée par la nouvelle de la mort de Vidar. La mère compatit avec son fils, qui jette des regards haineux sur son frère. Gray présente ses condoléances à Fjord, mais ce dernier l'assomme en lui avouant qu'il n'aimait pas son père. Pendant ce temps, Ren pousse Saxa à se venger, bien que la fille soit prudente sur ce qui s'est passé, ils ne savent pas exactement ce qui s'est passé, ils doivent être prudents. Mais Ren est déterminé à haïr Laurette et prévoit de se venger de lui en particulier. Mais pour l'instant, ils annoncent que Vidar est mort d'une crise cardiaque. Les règles de Utul Industries stipulent que les droits de propriété doivent être transmis au fils aîné, mais Saxa a l'intention d'usurper cette position. Épuisé, Magne se rend chez Fjord et avoue le meurtre de son père. Selon les règles de l'Ancien Monde, il doit donner satisfaction à un parent du défunt, mais le jeune Utul refuse de se venger. En rentrant chez lui, Magne découvre des signes d'interdiction à l'entrée de la chambre de son frère. Lori l'accuse de meurtre. Entre-temps, Wotan et Aemon arrivent à l'atelier d'Harry pour la poussette du vieil homme, mais il ne peut rien faire pour le mécanisme usé. Magne arrive aussi, et après avoir entendu les félicitations pour sa victoire, il objecte vivement, il a tué un homme, et il refuse d'aller à la guerre. Ce Struloritz annonce au barman que les médecins ont découvert en lui un parasite de type ver solitaire et il commence le traitement. Pendant ce temps, Gray et Fgir mangent une glace sous le porche du salon de coiffure, et la jeune fille avoue que sa mère a l'intention de quitter Eda pour la grande ville. Fgir décide de l'accompagner, il ne va pas assister aux funérailles de Vidar. Turid et Magne sont convoqués à l'école, où le garçon est autorisé à passer son examen final et se voit attribuer un sujet, les mythes scandinaves. Aemon essaie ensuite de convaincre Magne de rejoindre le groupe de combat, car il n'y a pas de guerre sans victimes. Outre Vidar, il reste encore des géants, dont son frère. En entendant parler de Lorey, Magne perd son sang-froid, et son frère, qui assiste de loin à la conversation, voit des lumières jaillir de partout. Saxa s'attaque avec détermination aux affaires de la firme et s'entretient un jour avec Turid, la convainquant de ne pas mélanger émotion et travail. Satisfaite, la femme remercie la jeune fille de sa compréhension. Furieuse, Iman se rend au club de sport, où elle remarque Harry. La jeune fille le défie dans un combat. Le gars la rejette d'une blague. Iman lui donne un bon coup de pied. Mais en tombant et en avalant du sang, le garçon se relève encore et encore. Il n'abandonne jamais. Plus tard, Iman le conduit au vieil homme. Elle a trouvé le combattant.
Apparemment, son âme vivait dans le corps de Tyr, un dieu de la guerre connu pour son courage et sa force, qui a perdu son bras dans une bataille contre le loup Fenrir, se sacrifiant pour sauver ses amis. Pendant ce temps, les jeunes discutent de la manifestation contre les usines de Yutul et invitent Magne à y participer, sans remarquer Saxa, qui entre dans le café. Le gars est mal à l'aise devant elle, mais il ne sait pas comment arrêter la conversation. C'est Saxa elle-même qui le fait. Magne s'excuse d'avoir perdu son père et la fille accepte les excuses. À la maison, Laurie prend ses médicaments et se souvient amèrement de Vidar. La mère tente de réconcilier les frères et alors que Laurie accepte de serrer son frère dans ses bras, celui-ci se tord de violentes douleurs. Le garçon est emmené à l'hôpital et les médecins sont choqués de voir la taille du parasite à l'intérieur de l'homme. Il subit une opération, mais le ver survit. Les médecins ont l'intention de l'examiner, car ils n'ont jamais rien vu de tel auparavant. Mais Laurence a l'intention de le garder. Le soir même, Fior et Saxa se retrouvent dans un endroit isolé pour discuter de la question. Fior parle de la culpabilité de Magne et de son intention de partir avec Gris. Sa sœur l'accuse de lâcheté, et elle part. Le jour des funérailles de Vidar arrive. Magne annonce qu'il ne se rendra pas à l'enterrement, mais sa mère lui demande de le faire pour Lauri. À ce moment-là, le garçon quitte la pièce, il a encore changé d'image et ressemble beaucoup à son père. Magne s'enfuit, incapable de voir son frère. Il vient à la montagne et demande ses pouvoirs. Il a tué l'homme et perdu son frère. Ne recevant aucune réponse, Magne se rend à l'église, où il est réprimandé par Lauri, assis sur le banc de la famille utile. Les habitants d'Eda chantent des psaumes en se souvenant de Vidar, sans remarquer la tempête qui s'abat sur la ville. Le prêtre lit une écriture rappelant le devoir du fils envers son père, ce qui est entendu par Efgir, qui vient à l'enterrement. Soudain, il y a un coup de tonnerre. Mani prie pour que ses pouvoirs lui soient retirés, et Efgir se rend au cercueil de son père. Et au moment où le cercueil est porté hors de l'autel, il y a un énorme coup de tonnerre, et tous les carreaux de verre s'envolent des fenêtres. Plus tard, Gray et sa mère remballent leurs affaires. La jeune fille attend Fior, mais il ne vient pas. Au lieu de cela, c'est Magne qui vient dire au revoir à la fille. Elle monte ensuite à la maison de Fior pour le chercher. Mais soudain, il refuse d'y aller, il y a quelque chose de plus précieux qu'elle. Voyant le changement dans son regard, Gris s'enfuit et demande à sa mère de partir rapidement. Le jeune Yutul se rend au sommet de la montagne et en sort l'ancienne hache du monde de Vidar qui y est enterrée. Le serpent monstrueux Midgardsorm est l'enfant de Loki, Thor le vint lors de la dernière bataille de Ragnarok. Magne se réveille d'un terrible rêve. Isolde le regarde avec un air de reproche. Il tombe dans les escaliers, il ne voit plus rien. Thurid lui apporte ses lunettes. Magne comprend ce qui s'est passé. La force l'a abandonné. Le matin même, Saxa réprimande Ren. La femme abuse de l'alcool. Et Ren se demande si la fille est indifférente à la mort de Vidar. La fille acquiesce, elle ne ressent rien. Elle se précipite à l'usine, mais en entrant dans l'étage, elle trouve Fior au bureau. Il a assumé les fonctions de superviseur, conformément au statut. Il expose Saxa et enlève la photo avec Gris. Magne va voir autant, mais il chasse le gringalet. Ni Aemon ni Harry ne le reconnaissent plus. Loretz, endeuillé, se rend à Jotulem, où Ran exige de récupérer son ki et confirme que Vidar avait l'intention de le tuer. Pendant ce temps, Magne se prépare pour l'examen, quand Eric lui fait une remarque. Ce type met trop l'accent sur l'histoire que tout le monde connaît déjà. Ce serait bien mieux s'il regardait ces événements d'un point de vue moderne. Mani objecte, si le bien triomphe du mal, il devient lui-même le mal. Eric est content, la morale des mythes est un sujet très intéressant. À ce moment-là, Iman découvre ses notes d'anglais et s'indigne. Ses compétences linguistiques sont parfaites, les notes sont toutes fausses. La jeune fille va voir Ren et utilise ses pouvoirs pour faire corriger ses notes. Pendant ce temps, Thurid découvre que Lauritz a une sorte de monstre dans l'aquarium, ce qu'elle trouve dégoûtant. Magne apprend qu'Aemon a utilisé ses pouvoirs pour changer les notes. Il lui rappelle que ses pouvoirs ne sont pas destinés à un usage personnel. Mais la jeune fille rétorque qu'il n'est plus personne et qu'elle se fiche de ce qu'il pense. Thurid exige que la créature soit retirée de la maison, mais elle est obligée d'accéder aux souhaits de son fils lorsqu'il lui rappelle la perte de son père. En rentrant chez lui, Magne est témoin du passage à tabac par Harry d'un type qui voulait tricher et n'avait pas payé l'essence. Il intervient, mais on lui rappelle une fois de plus que son opinion n'est plus prise en compte. Plus tard, il demande à Larad de lui pardonner, car il voulait sincèrement protéger son frère.
Il a renoncé à ses pouvoirs et ceux-ci lui ont été retirés. Les frères s'embrassent, mais Locke refuse de participer à la bataille. Fior commence à gérer les affaires de la firme d'une main de fer et renvoie Turid pour des raisons personnelles. En apprenant cela, Mine se précipite à l'usine et attaque Fior, sans se rendre compte que ses pouvoirs n'existent plus. Yutul finit par le battre et le laisse gisant sur le parking, lui disant qu'il ne mérite même pas de mourir. Le garçon meurtri va voir Autan et lui demande la permission de rejoindre les rangs des combattants à condition de ne pas tuer, mais on lui rappelle qu'il n'y a pas d'autre moyen de le faire. Après le retour de Fior, Ren prend son parti, d'autant que Mine a perdu ses pouvoirs. Désormais, l'entreprise est la première priorité. Saxa est contre cette nouvelle politique, mais personne ne l'écoute. La nouvelle sympathisante de Magne, Sini, l'incite à continuer à se battre contre Utile Industries, tandis que Saxa convainc Lori de voter contre Fior. Après tout, il est un membre de la famille. En échange, elle lui offre la clé d'Utilem et de l'argent. Le soir, Lori vient chez les Utiles, et Fior doit accueillir son frère. Pendant ce temps, Magne va courir et voit l'installation de la pierre sur la tombe d'Isolde. Après le dîner, Fior s'enquiert des attentes de Laurence, qui lui rappelle qu'il est aussi un géant. Fior est prêt à acheter son vote car il a beaucoup plus d'argent que Saxa. Ren ramène Laurence chez lui et l'avertit de ne pas s'approcher de sa famille. Laurence se moque, même en tant que bâtard, il est apparenté à Vidar, alors que les autres ne sont pas vraiment de la famille. Tout cela n'est qu'une farce pour ceux qui les entourent, car ils sont stériles. Enragé, Ran le suit dans la maison et attaque Labyrinthe. Magne tente de l'aider, mais en vain. Ran promet ouvertement de détruire sa famille, car les pouvoirs ont quitté Magne. Mais soudain, Turid rentre à la maison, et Ran s'en va. Magne décide de faire ce qu'il peut pour gagner la guerre, et retourne voir Autan pour retrouver ses pouvoirs. Autan lui rappelle que sa plus grande arme est Mjolnir, sa seule chance contre les géants. Magne accepte de mentir à l'Aerith et d'obtenir la clé de Jotulem. L'équipe de guerriers se rend à la fabrique de Jotul, Odin leur ayant rappelé peu avant qu'il avait tout ce dont ils avaient besoin pour fabriquer le marteau, la plume de Volva et la pointe de flèche de Ran. À la mention du nom du nain, Alvor entre dans la pièce. Il ne reste plus qu'à trouver la flamme éternelle, qui ne peut se trouver que quelque part dans l'usine. Une fois à l'intérieur, l'équipe se rend dans le vieil entrepôt, mais soudain, elle voit des gardes. Autant, Odin est invoqué pour détourner leur attention pendant qu'ils forgent le marteau. Le vieil homme sort à la lumière et fait semblant de ne pas pouvoir marcher. Les gardes sont perplexes, mais se rappelant qu'ils ont reçu l'ordre de surveiller ce bâtiment de très près, ils emmènent le vieil homme à la guérite et rapportent l'incident à Fior. Harry a l'intention de forcer la serrure de l'entrepôt, mais Magne sort la clé qu'il a arrachée à Laurence, et ment en disant qu'il a l'intention d'impressionner Signy en accrochant une bannière de protestation dans l'entrepôt utile. Une fois à l'intérieur, l'équipe commence à chercher le feu. Mais il n'y a rien en vue. Magne lit les mots de la saga, et tout le monde comprend qu'il doit y avoir un donjon. Il doit être tout prêt, et tandis qu'Aemon reste derrière pour faire le guet, les autres descendent dans la cave et trouvent l'ancienne forge avec le feu éternel qui brûle. C'est alors que Fior arrive à l'usine. Et pendant que l'équipe travaille sur le marteau, Aemon sort pour se battre. Sous les coups de masse, le fer antique, la plume et la pointe de l'arme du géant fusionnent. Pendant ce temps, à l'étage, une bataille mortelle s'engage, et Aemon commence à subir la défaite. Harry demande de finir le travail et il monte pour sauver son ami. Il ne reste plus qu'à couper la poignée mais Elvor n'a jamais fait une telle chose et elle sort trop courte. Mais Magne approuve le travail du nain, refroidit le marteau terminé et se précipite à l'étage. Harry ordonne à tout le monde de courir et retient Fior lui-même. Mais l'homme qui le projette contre la porte la referme en la claquant, l'amputant d'une partie de son bras. Iman revient pour aider, ordonnant à Magne de retirer le marteau de l'usine. La police arrive, et c'est Alvor qui va vers eux, détournant l'attention de Magne. Le garçon sort de l'usine et rentre chez lui, où il est accueilli par sa mère et son frère, qui félicitent Magne pour son anniversaire, qu'il a complètement oublié. Les médias parlent d'une effraction à l'usine, d'une banderole de protestation affichée et de l'arrestation de 4 personnes. Mani avoue qu'il faisait lui aussi partie du groupe, et contrairement à ses craintes, Turid le prend calmement. Sans même déballer les cadeaux, Mani se rend dans la montagne et tente d'abandonner Mjolnir, mais la force ne revient jamais. Mani appelle Aemon, le marteau ne fonctionne pas, et elle lui dit de faire tout ce qu'il faut pour réussir. Il rentre à la maison, où Turid demande au garçon d'aller chercher des hamburgers. Ils vont dans un café, où Signy approuve l'action, et Lori essaie d'attirer l'attention du barman.
À ce moment-là, la télévision diffuse un reportage sur la fermeture imminente des usines Utility, car il a été prouvé que la production a pollué l'environnement. De plus, des fraudes fiscales ont été révélées. Saxa écoute également ce reportage. Elle tente de rectifier la situation et demande une conférence de presse. Pendant ce temps, le directeur de l'orphelinat licencie Iman et Alvor, ce qui provoque des protestations de la part des habitants. Autant prononce un discours enflammé pour remercier les véritables héros et chante l'hymne national en leur honneur. Magne cherche à savoir quoi faire avec Molnir lorsque Turid lui demande d'apporter les affaires de la reine. Elle a peur d'aller dans sa chambre à cause de l'horrible animal de compagnie. Confus, le garçon entre dans la chambre et voit un verre cauchemardesque, véritable engeance de l'enfer. Laertes arrive au café où Iman et Harry se reposent et surprend le barman dans les bras de l'expert. L'homme, déçu, s'en va. Pendant ce temps, Fior annonce qu'il délocalise sa production en Asie où les gouvernements sont plus loyaux envers les entreprises. Turid va travailler au magasin pour la première fois ce jour-là. Pendant ce temps, de nombreux habitants d'Eda ont peur de perdre leur emploi et leur maison. Laurie, qui a perdu tout espoir de trouver l'amour, nourrit son ver, tandis que Magne relit encore et encore les anciens contes de Thor. Et soudain, il se rend compte. Thor a été créé par la foudre. La télévision annonce que le gouvernement norvégien renonce à fermer les usines Utuls, car il s'est rendu compte que cela entraînerait des pertes d'emplois massives, et que les propriétaires ont promis de réparer la marée noire. Fior célèbre sa victoire tandis que Mani est indigné. Sa rage électrise l'air autour de lui. Il entend alors un bruit de coups venant de sa chambre. Le garçon se précipite à l'étage, voit que la fenêtre est ouverte et que le marteau s'agite. Il ramasse Molnir et à ce moment-là, Laurence entre aussi dans la pièce. Laurence réalise que son frère lui a menti. Il a fabriqué une arme qui peut le tuer lui aussi. Sans répondre, Mani sort dans la tempête, tend le marteau vers le ciel et réveille Molnir, le tenant en l'air jusqu'à ce que la foudre le frappe. Ses pouvoirs reviennent. À Jotunheim, Fior et Ren apprennent que Saxon a donné la clé à Laurence et la punissent pour sa trahison, après quoi ils partent tuer le garçon. Magne se rend à Jotunheim pour affronter Fior mais trouve Saxon battu. Elle voit le marteau et il se sent soudain désolé pour la jeune fille blessée. Mais elle ne lui dit rien sur l'intention de sa famille de tuer Laurence. Pendant ce temps, Laurence est seule chez lui et entend les ennemis s'approcher de la maison. Saxa tente de persuader Magne d'agir ensemble tandis que Loritz se cache dans la cuisine. Ran ne le remarque pas. Magne comprend les intentions de Saxa et Ran entend le bruit que fait la guerre dans la pièce. Pensant avoir endormi la vigilance de Magne, Saxa se précipite sur le marteau, mais Magne la devance et est prêt à lui faire tomber le marteau sur la tête. Pendant ce temps, Fior attrape Loritz. À Jotunheim, une étincelle jaillit entre les jeunes hommes et ils se rapprochent. Lorus implore la pitié et déclare qu'il est le seul à posséder une arme capable de tuer Magne. Alors que Fior et Ren sont sur le point de partir, Magne apparaît dans la rue et les attaque avec Molnir. Le marteau frappe la voiture des jeunes et celle-ci explose. Magne récupère Loru, qui est meurtri mais toujours vivant, et il promet de pardonner à son frère de l'avoir trompé. Au matin, il porte son animal effrayant jusqu'à la rive du marécage et après l'avoir embrassé, il le laisse partir en liberté. Il souhaite à sa créature de devenir grande et forte et de se venger de tous ses ennemis. Ren et Fior regardent cela depuis la rive. La série a reçu des critiques mitigées, allant de bonnes à carrément mauvaises. Mais il y a une chose sur laquelle les téléspectateurs sont d'accord, l'histoire est assez fascinante. Le problème d'aujourd'hui, l'environnement, est intégré organiquement dans l'intrigue comme l'un des éléments clés de l'histoire. Et bien sûr, il est impossible de rester indifférent au vu de la nature scandinave, rude mais si belle. Grâce aux fortes audiences, la série a été revue pour une 3e saison cette année, en 2023.